Mercredi, on a sorti une vidéo où on a parlé de 6 sélections. Je vous la mettrai en description et je vous la mettrai en fin de vidéo si jamais vous voulez la voir. Donc on avait parlé de 6 sélections, dont certaines qui étaient vraiment de véritables favoris, d'autres peut-être des outsiders. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va faire exactement pareil. En tout cas, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, tout va pour le mieux, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Et donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de 6 autres sélections. Donc on aura réussi quand même à couvrir 12 sélections au total sur 2 vidéos qui sont quand même un petit peu longues, mais au moins on aura pu faire quelque chose d'assez concis. Il y a d'autres sélections qui ont été mises sur le côté, malheureusement je pouvais pas tout couvrir, je manque de temps. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour le soutien dernièrement, on s'approche des 16 000, donc on y va, on n'hésite pas à s'abonner. Merci en tout cas à ceux qui le feront. Et c'est parti, on va donc tout de suite commencer par le Nigeria. Alors concernant le Nigeria, déjà on va parler un peu du groupe qui est quand même relativement élevé. Donc avec la Côte d'Ivoire, on en a parlé dans la première vidéo, et avec les deux Guinées, donc la Guinée équatoriale ainsi que la Guinée-Bissau. Ça va être difficile parce que la Côte d'Ivoire, j'en ai parlé, moi c'est un de mes favoris et je pense qu'ils vont faire une belle canne chez eux. Ils sont capables de gagner très clairement. Le Nigeria, bon je pense quand même qu'ils vont se qualifier car on est dans une compétition où il y a 16 pays qualifiés sur 24 avec le système des 4 meilleurs troisièmes, un peu à l'instar d'un euro. Donc normalement ça devrait quand même le faire. Le Nigeria qui est quand même un gros pays de football, un 3 cannes dans l'histoire, donc ils ont quand même l'habitude de ces compétitions, c'est quand même pas anodin dans ce genre de compétition, d'être capable voilà, de briller dans ces compétitions. En plus de ça, normalement avec la température, ils devraient pas avoir trop de soucis, en tout cas c'est plutôt des conditions dans lesquelles ils sont habitués quand ils jouent en sélection par rapport au climat. Peut-être ce sera peut-être un peu compliqué, c'est vrai que je n'en ai pas parlé par rapport à d'autres pays, plutôt de l'Afrique du Nord. En tout cas, c'est une sélection qui a une armade offensive absolument incroyable. Franchement, c'est complètement fou. Je vous fais un petit listing, sachant qu'il n'y a pas Victor Boniface, qui est malheureusement blessé, qui reviendra seulement en avril, un gros coup dur pour le Bayer Leverkusen. Et on a donc Terem Mofil qui est arrivé. Donc ouais, pour vous dire, le niveau quand même, c'est que Terem Mofil n'était pas appelé. Alors après, Terem Mofil ne fait pas forcément sa meilleure saison à Nice, si on doit être tout à fait honnête, mais ça reste quand même un joueur qui est quand même normalement de bonne qualité. Et on a d'autres joueurs, on a le meilleur joueur africain, enfin nommé meilleur joueur africain de l'année dernière, on a Victor Osimhen, qui a fait une saison stratosphérique du côté du Napoli, qu'on a vu briller du côté du LOSC également. Cette saison, statistiquement, c'est bon. Après, c'est un peu plus compliqué d'un point de vue si on doit véritablement regarder le jeu, mais c'est un peu comme tout le Napoli où ça a été assez compliqué avec Rudy Garcia, et là avec Mazzarri c'est encore pire, comme quoi les mots ne sont pas forcément que l'entraîneur à chaque fois. Et je défends pas Rudy Garcia, c'est pas moi qui vais le faire. Mais voilà, c'est une saison où c'est assez compliqué. Et je crois qu'il a prolongé au Napoli, donc je suis assez surpris par cette décision, mais bon, pourquoi pas. On a également d'autres joueurs. On a Moses Simon qui fait un bon début de saison là du côté de, enfin une bonne première partie de saison du côté de Nantes, qui est vraiment un super joueur. Oumar Sadik, joueur de la Real, qui s'est fait les croisés l'année dernière, qui essaie de revenir un peu là à la Real, mais c'est un peu compliqué quand même. En tout cas, à la base, c'est un joueur qui est quand même assez prolifique et qui reste quand même un joueur très rapide. On a également Kelechi Iheanacho, l'attaquant de Leicester, qui marque quelques buts en Championship. On a Chukwueze de Milan, qui s'est plutôt bien adapté à la Lombardie, et on a Ademola Lookman, qui fait une superbe saison du côté de l'Atalanta Bergame. En tout cas, l'année dernière, il a fait une très bonne saison. Donc voilà, ça vous montre un peu l'armade offensive. Et en plus de ça, ce qui est complètement fou concernant le Nigeria, c'est quand même, il y a des absents, c'est ça, c'est qu'il y a des joueurs qui sont pas là. Boniface, comme j'en ai parlé, j'ai oublié de préciser, c'est vrai que je le dis tout de suite, mais il y a encore ce bon vieux Ahmed Moussa. Pour les joueurs de FIFA, de carrière FIFA ou de FUT, Ahmed Moussa, ça doit vous parler, avec la doublette avec Seydou Doumbia. Bref, je m'éloigne un peu, mais je trouvais que ça rappelait des bons souvenirs. Mais il y a des joueurs donc qui sont pas là, avec notamment Awoniyi de Nottingham, qu'on avait découvert du côté de l'Union de Berlin, qui est à Nottingham depuis 1 an et demi désormais, qui est blessé, donc qui n'est pas appelé. On a Accor Adams, qui a quand même fait des belles choses à Montpellier, qui est également pas appelé, et le joueur de la Gantoise également, Gift Orban, qui n'est pas appelé, donc ça vous montre quand même le vivier d'attaquants. Après, le Nigeria est un très grand pays, donc forcément le vivier est absolument excellent, et c'est un pays qui est en devenir et qui va devenir un très grand pays par la suite, qui va compter, je pense, dans l'économie mondiale, qui a vraiment offensivement, franchement, c'est assez incroyable. Le vivier est complètement fou. Après, le seul problème, c'est que offensivement, c'est énorme. Derrière, j'avoue être un peu plus nuancé. Au milieu, il n'y a pas de Wilfried Ndidi, qui est malheureusement blessé. Ça, c'est une vraie perte. On a des joueurs quand même intéressants. Je peux penser à Onyedika, qui joue du côté de Bruges, qui est un milieu quand même assez intéressant du côté de la Jupiler Pro League. On a également Onyeka de Brentford, qui n'a pas forcément toujours un énorme temps de jeu, mais ça reste un joueur qui est quand même très intéressant. On a Iwobi, le joueur d'Everton, qui était passé par Arsenal, formé à Arsenal, je crois de mémoire, enfin en tout cas
passé par Arsenal quand il était jeune. Joueur qui lui est plutôt porté vers l'offensif, qui est plutôt considéré comme un milieu mais qui est bon. Joe Haribo également, qu'on a connu à Glasgow Rangers et qui est désormais à Southampton. Je sais pas ce que ça donne d'ailleurs à Southampton, je sais qu'ils sont 3e de Championship, mais alors est-ce que ça marche ou pas pour lui? Je vous avoue que j'ai pas forcément vu les matchs de Southampton. En tout cas voilà, le milieu est bon, mais il est quand même un degré en dessous, et la défense, je trouve que c'est malheureusement encore pire, et c'est là où j'ai des gros doutes concernant le Nigeria. On a Calvin Bassey, qui était censé quand même être un grand espoir. Moi, je trouve qu'on aurait quand même pu s'attendre à beaucoup mieux. À l'Ajax, il est resté qu'un an et c'était pas forcément extraordinaire. D'ailleurs, ils l'ont vendu un petit peu moins que le prix qu'il l'avait acheté, donc ça montre qu'on pouvait s'attendre à mieux. Et à Fulham, il y a des hauts, il y a des bas. Franchement, on pouvait s'attendre à mieux de la part de Calvin Bassey, qui a un vrai impact physique, un vrai apport physique, mais je trouve qu'on n'est pas assez, il est pas assez excellent. À côté, il y a Ajayi de West Bromwich, qui est quand même pas l'assurance story, je trouve. On a Zaidou Sanusi, qui peut être bon de temps en temps du côté de Porto. On l'a vu notamment lors de la dernière CAN, où il avait quand même fait quelques bons matchs en poule, mais ça reste tout de même irrégulier. Je sais pas trop ce que ça donne à Porto, je suis pas forcément le championnat portugais, mais voilà. Et on a également Olaina, que je trouve pas extraordinaire, moi, du côté de Nottingham. On peut ajouter Trostekong également, ou Omeruo. C'est pas des grands défenseurs, je trouve qu'il y a des défenses qui sont quand même bien meilleures, notamment certaines sélections qu'on va évoquer juste après, enfin une sélection qu'on va évoquer qui est bien mieux armée défensivement. Donc ouais, je suis assez sceptique sur le Nigeria parce qu'effectivement, offensivement c'est énorme, mais est-ce que c'est capable de tenir? J'ai des gros doutes. La dernière CAN, on se rappelle qu'ils avaient fait 3 matchs, 3 victoires en poule, on s'était dit ah ouais franchement le Nigeria ça va être sérieux, et ils ont perdu 1-0 après contre la Tunisie. C'était vraiment assez décevant. Et c'est vrai que la forme récente, franchement, elle est pas incroyable. Une victoire sur les 5 derniers matchs, un 3-2 contre le Mozambique, sinon c'est 3 nuls contre le Lesotho, le Zimbabwe et l'Arabie Saoudite. Le dernier match, c'était une défaite contre la Guinée. Donc franchement, c'est pas incroyable. Je sais que l'entraîneur, le sélectionneur est très clairement décrié du côté du pays. Donc voilà, le Nigeria, je sais qu'on a tendance à se dire ouais, l'équipe est incroyable, l'attaque est incroyable, mais quand on creuse un peu plus en profondeur, j'ai pas parlé du gardien d'ailleurs, c'est pas Nyama, très clairement. Sur le dernier match, c'était Nwabali, titulaire, qui faisait sa première sélection. Est-ce que c'est lui qui va être titulaire? Je vous avoue que j'ai pas trouvé l'info. Mais en tout cas, oui, il a connu sa première sélection parce qu'il y a des problèmes de gardien. Donc on va voir comment ça se passe. Avant, c'était plutôt Uzo qui jouait à Chypre, plus précisément à l'Omonia Nicosie. Il me semble de mémoire, à vérifier, mais je crois que c'était ça. Mais en tout cas, c'est une équipe qui a vraiment une attaque qui a le vivier pour être gagner une CAN, mais malheureusement derrière, je trouve que surtout sans NDD en milieu, bah ça manque quand même de quelque chose pour pouvoir essayer de soulever le trophée. On va passer maintenant à un des favoris de la CAN, on va passer du Sénégal. Et est-ce que le Sénégal est capable de faire un back-to-back? Alors oui, ils sont pas capables, mais c'est pas si simple. Pour info d'ailleurs, il y a eu 4 fois un double couronnement. Il y a eu l'Égypte qui a gagné 2 fois de suite la CAN. Enfin, une fois, 2 fois et même une fois, 3 fois en 2010, 2008, 2006. Le Cameroun l'a également fait, également le Ghana, donc c'est pas quelque chose qui est forcément récurrent. Depuis 2010, donc depuis l'Égypte, c'est que des vainqueurs différents d'ailleurs, donc ça vous montre quand même l'homogénéité de cette CAN et que c'est pas forcément simple d'installer une sorte de domination sur le continent africain. Donc le Sénégal, va essayer de le faire, peut le faire, mais ce sera pas forcément très simple. La Coupe du Monde a été une petite déception, je pense, au pays. Même s'ils ont quand même réussi à passer une poule où il y avait l'Équateur qui était tout de même assez compliqué à jouer, les Pays-Bas, et j'ai oublié la dernière équipe, vous m'excuserez, faisaient clairement office de deuxième de poule, donc ils l'ont été. Et après, ils ont perdu en 8e de finale contre l'Angleterre 3-0, où forcément, l'Angleterre, c'est quand même une des meilleures sélections du monde, donc c'était pas forcément simple de gagner. Ce qui a été bien, je trouve, dans le discours du sélectionneur, Aliou Cissé, qui est clairement pas décrié, qui est clairement toujours l'homme fort de cette sélection, et ben c'est que lui, il a tout de suite mis la Coupe du Monde de côté, il s'est tout de suite orienté vers la CAN 2023. D'abord, c'est CAN 2023, je passe en 2024, mais à la base, elle devait jouer cet été, mais il y a eu la saison des pluies en Côte d'Ivoire. Pour ça que vous voyez CAN 2023, si jamais vous savez pas, pour info. C'est un sélectionneur qui s'est tout de suite orienté vers la CAN, et je trouve qu'au niveau du discours, et pour pouvoir tourner la page, c'est vraiment une très belle chose, de pas rester un peu sur un échec. Encore, j'ai pas envie de qualifier le parcours du Sénégal d'échec. Pour moi, il y a quand même eu de très bonnes choses, même si dans le jeu, on pourrait peut-être s'attendre un petit peu à mieux, mais bon. Et la forme, elle est plutôt bonne. C'est une équipe qui a perdu qu'un match en 2023, c'est contre l'Algérie.
Ils ont gagné la CHAN également, mais comme je vous ai précisé dans la vidéo d'avant, la CHAN, je la prends pas forcément en compte car il y a énormément de turnover dans la sélection, même si ça reste un trophée qui est plus qu'honorable et qui compte clairement pour le Sénégal. Hein. Mais je prends pas forcément en compte par rapport aux victoires aux défaites parce qu'il y avait une défaite en poule. C'est pour ça que je la prends pas en compte. C'est une équipe qui a plus pris de but d'ailleurs depuis cette défaite parce qu'ils sont vraiment très très forts défensivement. C'est vraiment la grande force du Sénégal, c'est d'avoir une très bonne défense avec Kalidou Koulibaly hein, qui est en défense centrale, qui commence peut-être un peu à vieillir, qui joue maintenant à Al Hilal, avec Edouard Mendy au but. Et à côté de Koulibaly, alors ça dépend comment le Sénégal joue, parce qu'il leur arrive de jouer en 3-4-1-2, notamment lors du dernier match, ils ont joué en 3-4-1-2, mais ils peuvent également jouer en 4-3-3, on va dire. Donc si c'est une défense centrale, donc il y a forcément Koulibaly. Et à 4, on a tendance à plutôt voir Moussa Niakhaté, qui est arrivé en sélection il y a quelques mois désormais et qui a pris la place d'Abdou Diallo, qui est capable de jouer. Donc Abdou Diallo est là quand ils sont dans une défense à 3. Mais quand c'est une défense à 2, on a peut-être plutôt tendance à voir Niakhaté qui s'installe durablement et qui apporte beaucoup de sérénité par rapport à Abdou Diallo, qui est parti également lui dans les pays du Golfe. Donc c'est vrai que la compétitivité du championnat est peut-être moins bonne. Donc à voir comment Abdou Diallo mais en tout cas, à la base, moi, c'est un défenseur que j'aime beaucoup, mais je suis pas sûr de son niveau de compétitivité et son niveau sportif. Mais en tout cas, on a Moussa Niakhaté qui s'est clairement installé, et sur le côté gauche, il peut y avoir Abdou Diallo comme alternative, mais c'est pas toujours le cas. Alors quand on est sur un piston gauche ou une défense à 4, dans tous les cas, on retrouve Ismaël Jacobs qui s'est très bien installé, le monégasque, qui a clairement pris la place de 6. C'est vraiment fort ce qu'a fait Jacobs, il apporte vraiment beaucoup à cette équipe du Sénégal. Et à droite, on a soit Sabali, soit Crépin Diatta. En fait, le truc, c'est que Sabali, il a pas mal été blessé, donc il a pas mal laissé sa place à Crépin Diatta. On verra qui sera la solution, mais en tout cas, ça reste une défense qui est vraiment très solide, comme je le disais. Avec un milieu devant qui commence à avoir un bon renouveau, je trouve, parce qu'on a Nampalys Mendy qui est toujours là, forcément. On a Idrissa Gueye également qui est toujours là, qui sont des milieux qui ont beaucoup apporté au Sénégal et qui sont très forts, mais qui sont un peu vieillissants. Et en fait, on a un renouveau, dont un qui s'installe vraiment dans cette équipe, c'est Pape Matar Sarr, hein, qu'on a connu du côté de Metz, qui est aujourd'hui à Tottenham, qui fait les très beaux jours de Tottenham. Hein. Il fait une saison vraiment remarquable du côté de Tottenham. Dans le renouveau du Tottenham de Postecoglou, Pape Matar Sarr, il est vraiment excellent. Et pour faire le lien un peu avec Metz, parce que c'est un ancien Messan, et on sait que Metz a des liens avec le Sénégal, car ils ont une école, hein, le Génération Foot, avec qui ils sont vraiment en lien. Sadio Mané est passé par exemple par Metz, Koulibaly est passé par Metz, il y en a eu pas mal. Hein. Et donc il y en a un là actuellement, c'est Lamine Camara, qui fait vraiment une bonne saison. C'est une petite découverte, moi je connaissais pas forcément avant cette saison à Metz. Et c'est un milieu que je trouve vraiment très intéressant. Donc c'est plutôt une belle chose d'avoir des milieux qui commencent à arriver, qui ont vraiment beaucoup de talent et qui peuvent vraiment apporter. On peut même ajouter Pape Gaye, hein, qui a eu certes pendant 4 mois pas forcément beaucoup de temps de jeu suite à... Il était suspendu à cause d'un problème de transfert avec Watford. En tout cas, c'est un milieu qui a vraiment pas mal de force. Et puis devant, on y retrouve Sadio Mané, forcément. Hein, on va en attendre beaucoup de la part de Sadio Mané, à voir pareil son niveau de compétitivité, parce que il est plus en première ligue maintenant, il est à Al Nasser, qui est quand même une ligue un peu moins forte. Donc on va voir le niveau de Sadio Mané, même si on sait qu'il a des grosses capacités de leader et qu'il peut clairement porter sa sélection, ça c'est une certitude. Mais voilà, on peut pas forcément affirmer par rapport à d'autres joueurs de la sélection. Par exemple, si il aura un niveau exceptionnel, moi j'en doute pas forcément, mais on peut pas l'affirmer, en tout cas c'est une certitude. Et sur les côtés, on a Ismaïla Assar et Iliman Ndiaye qui sont un peu en difficulté avec l'OM, donc à voir comment ça va se passer. Et devant, c'est pareil, hein, Habib Diallo, ça a été assez compliqué ses débuts du côté du Qatar, qui était une vraie valeur sûre du côté de Strasbourg, pardon. Et on a Boulaïdja qui était à la Salernitana l'année dernière, qui était absolument excellent. Qu'ils ont levé son option d'achat, et au final là cette année c'est très compliqué. Donc offensivement on n'a pas forcément de grosses garanties. Nicolas Jackson également, avoir le niveau qu'il aura, en tout cas. Ouais, c'est une équipe qui en tout cas fait clairement partie de favorite. J'ai posé des questions à Mansour Loum, merci à lui d'ailleurs d'y avoir répondu. Il m'a dit une phrase très juste concernant le Sénégal. Il m'a dit: l'attaque fait gagner des matchs, la défense fait gagner des titres. Je sais pas si c'est une phrase de Didier Deschamps, mais en tout cas, je crois qu'il a clairement raison là-dessus. C'est vrai qu'on voit plus d'équipes avec une très belle défense gagner des compétitions qu'une équipe gagner avec une très belle attaque. Enfin, en tout cas, je trouve. Il y a sûrement des contre-exemples, hein. Je sais qu'en commentaire, vous allez m'en sortir. Mais c'est pourquoi je pense que grâce à la solidité défensive du Sénégal et clairement ses forces, ils sont capables de faire un back-to-back. J'en fais pas mon favori, il est dans mon top 3 favoris, hein, top 3, top 4. Si je dois faire un pari, je vous le donnerai en fin de vidéo, c'est pas sur le Sénégal que je parierai. Mais ils sont clairement capables de gagner et je serais pas étonné s'ils gagnent.
On va passer maintenant à une sélection qui a un peu plus de difficultés, notamment un peu extra-sportive, c'est le Cameroun, où j'avoue avoir des gros doutes sur le Cameroun, pour être tout à fait honnête, qui est une énorme sélection africaine. Hein. Voilà, on se rappelle de Samuel Eto'o, et voilà, toute la clique. Qui était vraiment excellente. La Coupe du Monde s'est pas trop mal passée, même si ça a été quand même assez hétérogène, dirons-nous. Mais le Cameroun, ouais, je trouve qu'il n'y a pas énormément de force. Brian Mbeumo, qui était sûrement un des meilleurs joueurs de la sélection, hein, le joueur de Brentford, qui malheureusement s'est blessé et s'est opéré de la cheville. Choupo-Moting qui est absent. Alors ça, c'est une surprise, honnêtement. Je comprends pas trop pourquoi il est absent. Si vous avez une raison en commentaire, je veux bien votre avis. Francis Régis Mougueux qui devait être appelé, ce qui était clairement surprenant. Parce que on s'attendait pas à ce qu'il soit appelé. Finalement, lui, il refuse de venir. On a un André Onana, le gardien de Manchester, qui finalement devait venir à la juste... Enfin, genre, il jouait le 14, il devait venir le 15 pour jouer avec la CAN. Finalement, il viendra qu'après. Je trouve que c'est un véritable manque de respect et j'ai du mal à comprendre ce qui se passe autour du Cameroun. Pourtant, ils ont un président fort avec beaucoup d'ego, hein, Samuel Eto'o, qui normalement est une valeur très forte et qui est censé pouvoir être capable de galvaniser tous les joueurs et de faire de la sélection la chose la plus importante. Et on se rend compte que c'est pas forcément le cas. Donc je suis assez surpris par ce qui se passe au Cameroun, sachant qu'en plus on a une sélection qui est quand même assez vieillissante. Hein. On peut penser par exemple à Karl Toko Ekambi qui voilà, est un peu sur la pente descendante, Vincent Aboubakar qui n'a pas joué depuis un mois et demi parce qu'il a été viré de Beşiktaş, même si ça reste un excellent attaquant et qui va apporter clairement à cette sélection, mais on n'est plus sur le grand Aboubakar qui avait fait gagner la CAN au Cameroun. Et ouais, on est voilà, la forme elle est clairement pas incroyable hein, concernant cette équipe du Cameroun. On est en seulement 2 victoires, 2 fois 3-0 contre l'île Maurice et contre Burundi. On est sur 3 nuls contre la Libye, la Namibie et le Mexique. Et on est sur 3 défaites contre la Namibie, à nouveau, contre la Russie et contre le Sénégal. Là, il y a quelques jours, il y a eu un 1-1 contre la Zambie. Donc ouais, ça va être assez compliqué pour le Cameroun, sachant qu'en plus, ils ont une poule assez relevée, hein, avec notamment le Sénégal. Donc, voir comment ça se passe, mais j'ai un peu de mal à situer un peu le niveau du Cameroun. Alors, on sait que c'est une énorme nation de foot et qu'ils sont capables quand même de faire des choses, mais j'avoue ne pas être le plus optimiste, même s'ils ont un très très bon milieu, avec notamment Zambo Anguissa, qui est quand même assez excellent. Défensivement, ça reste tout de même assez frêle, je trouve. Moukoudi et Wu, c'est quand même pas l'assurance touriste, ou Castelletto. Voire Oumar Gonzalez par moment, qui joue du côté de Al Raed en championnat saoudien, pardon. Le milieu, donc Zambo Anguissa, il était entouré de Kemen et Ncham, ce qui est pas mal, mais c'est pas fou. Et offensivement, on a N'Gamale, du coup, qui est là, qui a pris la place de Mougueux, parce que N'Gamale, à la base, n'était pas appelé, ça c'est pareil, c'était quand même surprenant. Joueur du Dynamo Moscou. On a Nkoudou, et on a Franck Magri, qui pour le coup, je trouve assez intéressant du côté de Toulouse, mais est-ce qu'il arrivera à tirer l'épingle du jeu, je suis pas sûr. Et on a également le joueur de Lorient, Yongwa, qui a plutôt joué défenseur gauche, qui est capable de jouer les gauches comme il a fait contre la Zambie, et il a marqué d'ailleurs. Donc on va voir comment ça se passe au Cameroun, mais j'avoue ne pas être forcément le plus objectif concernant cette sélection camerounaise. Ce qui est dommage parce que c'est une équipe à la base, voilà, c'est une énorme sélection, hein, comme je vous ai dit, du continent africain, mais ouais, je suis assez sceptique sur leur réussite. On va parler maintenant d'une sélection qui est clairement pas un des grands favoris, mais qui est une sélection qui possède, je trouve, vraiment de belles forces, et c'est le Mali. On va revenir sur l'effectif par la suite, mais la forme est vraiment assez bonne hein, concernant le Mali. La dernière défaite de la sélection, elle date de mars, donc ça fait plus de 10 mois. Il y a eu une victoire contre la République démocratique du Congo, il y a eu une victoire également contre l'Arabie Saoudite, et il y a même eu il y a quelques jours un 6-2 là contre la Guinée-Bissau. Rien que ça, un 6-2, c'est quand même assez énorme. Je trouve que là où le Mali sont très très forts, c'est qu'au milieu de terrain, il y a vraiment de grosses armes concernant les Maliens. On a Yves Bissouma, hein, le coéquipier à Tottenham de Pape Matar Sarr, le Sénégalais, qui fait vraiment une excellente saison, qui est passé également par le LOSC. On a Mohamed Camara, le Monégasque, qui fait plutôt un bon début de saison. On a Diadier Samessakou d'Offenheim, Amadou Aïdara de Leipzig. Et on a également aussi Lassana Koulibaly de la Salernitana. Et on peut finir également avec un petit gars qui a mis un quadruplé qui est un peu pété aux yeux de tout le monde. Là, c'est Kamori Djoumbia qui, lui, pour le coup, est donc beaucoup plus offensif. Donc ça fait un milieu qui est vraiment plus que qualitatif, je trouve, du côté du Mali. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Sachant qu'en défense, il y a également pas mal de force, avec notamment Falaï Sasko de Montpellier, Kiki Kouyaté qui est du même club, Moussa Diarra également qui joue à Toulouse.
On y retrouve aussi Amari Traoré, forcément, l'ancien capitaine pardon, de Rennes, qui est aujourd'hui à la Real. Et on a également, si on est un peu plus en Ligue 2, on a Mamadou Fofana, Damien, qui est plutôt un bon joueur. Il n'y a pas de Massadio Aïdara, d'ailleurs, le joueur de Lens, donc ça vous montre quand même le niveau de la défense, qui est quand même assez élevé pour pas qu'il y ait Aïdara. Je vais pas forcément parler des gardiens, que je connais absolument pas, parce qu'il y en a un qui joue au Tanzanie, il y en a un autre qui joue au Mali, et le dernier il joue en Suède. Je connais pas forcément. Et offensivement, il y a quelques joueurs intéressants, notamment Sissoko de Saint-Etienne, qui est plutôt un bon joueur. On a Koita, qui est plutôt intéressant à Salzbourg, et on finit également avec Sinayoko d'Auxerre, que je connais. Alors je connais pas tous les autres joueurs, mais voilà, je trouve qu'offensivement, il y a quand même quelques qualités. Mais c'est surtout ce milieu, moi, que je trouve absolument stratosphérique, que franchement, il est vraiment très très fort, et c'est pourquoi je serais pas étonné que le Mali soit un petit outsider, qui soit la petite surprise qu'on retrouve en quart, au moins en quart. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'en jeter quelques mots. J'avoue que j'en connais pas forcément beaucoup plus, mais ça me semblait assez important de parler du Mali, qui est quand même dans une poule qui est quand même assez dure. Donc voilà, on va pas s'enflammer concernant les Maliens, mais c'est vrai qu'il y a la Namibie et il y a l'Afrique du Sud qui a une belle sélection, mais je vais pas en parler parce que c'est une équipe qui a quasiment que des joueurs locaux, donc c'est difficile d'en parler. Je suis pas le plus grand fan des Orlando Pirates et de Kaiser Chiefs, donc enfin le plus grand fan, le plus grand suiveur. Donc difficile d'en parler, et la quatrième équipe de la poule, c'est la Tunisie qu'on va tout de suite évoquer. Et la Tunisie, c'est une sélection que je qualifierais de paradoxale, parce que j'ai l'impression que quand les gens parlent de favoris, on parle pas de la Tunisie. Enfin, j'entends un peu tout ce que je vous ai dit, notamment une autre sélection qui est la dernière de la vidéo, on en parlera juste après. Là, la Tunisie, c'est l'avant-dernière. Mais la Tunisie, c'est la troisième nation africaine au classement FIFA, derrière le Maroc et le Sénégal. Vainqueur de la France en Coupe du Monde, hein. Alors vous allez me dire, ouais, enfin, la France était remaniée, mais tout de même, je trouve qu'ils ont quand même fait un bon match. Faut pas leur enlever de mérite là-dessus. Et ça reste quand même le vice-champion du monde et le champion du monde en titre en 2018. Hein, donc clairement, faut pas l'enlever. C'est une équipe qui, ouais, certes, a eu des matchs assez compliqués contre deux pays asiatiques, à savoir la Corée du Sud et le Japon, où ils ont perdu en amical. Mais c'est une équipe qui a tout de même battu l'Égypte cette année. On verra juste après, l'Égypte, c'est clairement costaud. Et ils ont fait nul contre l'Algérie. Donc c'est une sélection qui compte, c'est une sélection qui est très importante, je trouve. Et les Aigles de Carthage ne sont pas vus comme favoris. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont un peu dans une fin de cycle, si je puis dire. Mais il y a des joueurs qui sont très très intéressants. Alors je vous avoue que la sélection, je les connais pas tous, parce que le championnat tunisien est un championnat avec beaucoup de qualité. Donc il y a pas mal de joueurs qui jouent là-bas ou qui jouent dans les pays du Golfe. Donc c'est vrai que je connais pas forcément tous les joueurs. Mais on va évoquer quelques joueurs qui me sont tout de même intéressants, hein, notamment au milieu, où il y a deux joueurs que j'aime beaucoup, qui jouent dans ma chère Bundesliga. Hein, El Gheskiri, qui joue désormais à Francfort, qui est un énorme joueur à Cologne. Et on a également Laidouni, que j'ai découvert à Ferencváros en Hongrie, où j'avais vu quelques matchs avec le Ferencváros, je sais plus, un match européen où il m'avait tapé dans l'œil. Et en fait, ça a été confirmé par la suite quand je l'ai vu arriver avec la Tunisie en Coupe du Monde, ou même s'ils ont été éliminés rapidement, il a quand même fait pas mal de bons matchs. Et l'Union de Berlin, bon là c'est un peu compliqué l'Union, mais quand il est arrivé en janvier, il a fait de très très belles performances. Voilà, Laidouni et Skiri, c'est clairement un très très bon milieu. Et devant, on a le légendaire Msarni, qui va participer d'ailleurs à sa 8e CAN. C'est un record. André Ayou d'ailleurs aussi va faire la même chose. Donc c'est assez fou cette longévité, et c'est vraiment... C'est dommage qu'on l'ait pas beaucoup vu en Europe. De mémoire, on l'a pas vu en Europe, peut-être qu'on l'a vu, je m'en rappelle plus, donc désolé. Mais... c'est un joueur qui est vraiment très très technique, qui a une vraie palette, qui est très très intéressant, et malgré ses 34 ans, c'est un attaquant qui peut encore porter sa sélection, hein, donc c'est un joueur qui est clairement pas à négliger. Mais il y a un joueur qui est absolument excellent, qui est Achouri, Elias Achouri, qui joue à Copenhague, qui était à Viborg l'an dernier, qui a fait quelques piges également au Portugal, qui est un joueur qui est très remuant, que j'ai vu dans les matchs, dans les résumés, pour être honnête avec vous, contre le Bayern et contre Manchester United, donc en Ligue des Champions, où il est absolument excellent. Et d'ailleurs, c'est un des joueurs qui a réussi le plus de dribbles en Ligue des Champions, en ayant joué quand même contre eux et également contre Galatasaray. Donc ça reste un joueur qui est plus qu'excellent, qui est vraiment intéressant, très 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 bon dribbleur. Voilà, petite pépite à placer. Et meilleur passeur d'ailleurs du championnat danois. Donc ça vous montre quand même que c'est un joueur, je pense qu'on va en entendre parler assez rapidement, parce qu'il est vraiment très très fort.
On a également ce bon vieux Naïm Sliti qu'on avait vu au LOSC, qu'on avait vu également à Dijon. Là actuellement il est en forme, hein, il joue au Qatar et il a fait 10 matchs, 8 buts, 6 passes décisives, donc il est clairement sur une bonne lancée. Donc c'est pour ça cette équipe de la Tunisie, je pense qu'il faut clairement pas la dénigrer. Alors je la vois pas gagner la CAN pour être honnête, mais c'est une équipe qui a quand même, bah voilà, comme je vous dis, c'est les 3e du classement FIFA, c'est pas anodin. Leur Coupe du Monde, même s'ils ont été éliminés en poule, je les ai pas trouvé ridicules. Et c'est ouais, c'est une sélection qu'il faut raconter. Et derrière, il y a 2 joueurs que je connais. Il y a Talbi qui joue dans l'axe à Lorient, qui est à la base un bon joueur, qui a un peu de difficulté là dernièrement, mais comme tout Lorient, j'ai envie de vous dire. Mais à la base, c'est un Montassar Talbi, c'est quand même un très très bon joueur. Et on a Abdi de Caen, qui est un latéral très offensif que j'aime vraiment beaucoup à Caen, que je trouve assez intéressant. Donc voilà pour cette équipe de Tunisie. Je vous en parle pas beaucoup plus parce que voilà, j'ai pas forcément énormément d'informations et comme je vous dis en première vidéo, je suis pas le plus grand connaisseur du foot africain. Mais je trouve que c'est important d'en parler parce qu'on sait qu'ils sont capables de poser des problèmes à des gros. Je pense que c'est la sélection qu'il vaut mieux éviter le plus tard d'éviter. Et ça me semble voilà, important d'en parler. Et on va finir par l'Égypte. On va finir cette série sur l'Afrique, sur la CAN avec l'Égypte. En fait, si je mets l'Égypte en dernier, c'est parce que pour moi, c'est l'Égypte qui va gagner la CAN. Voilà, faut se mouiller. Voilà. On fait pas 2 vidéos d'une demi-heure sur qui va gagner la CAN sans que je vous donne mon petit pronostic. Alors, il faut savoir, hein, pour ceux qui découvrent à travers cette vidéo, que quand je donne un pronostic, en général, ça se fait pas. Hein. Mais voilà, si je devais faire un petit pari, moi, je parierais sur l'Égypte. En plus, j'ai vu que la cote était plutôt intéressante, donc voilà. D'un point de vue storytelling, alors vous allez me dire que c'est peut-être très con comme axe. Vous avez le droit d'être d'accord, il n'y a aucun problème. Mais je vois Mohamed Salah lever cette CAN. En fait, Mohamed Salah, il est vraiment dans une très très grande forme, joueur légendaire, hein, moi j'ai pas peur de le dire, c'est un joueur excellent. À Liverpool, il fait vraiment de très 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 belles choses. Ils ont quand même été finalistes contre le Sénégal la dernière fois. C'est une équipe qui est clairement plus que redoutable. Et voilà, ouais, Mohamed Salah, moi je le vois porter ça. Il est vraiment trop en grande forme. Et un peu à l'instar de ce qu'a fait Mané avec le Sénégal ou Mahrez avec l'Algérie. Je vois Salah être capable de le faire là. Après, il n'y a pas que Mohamed Salah dans cette sélection. Hein. Il y a également Mostafa Mohamed qu'on connaît bien en Ligue 1 car il est du côté de Nantes. Il y a Marmouche qui fait une excellente saison du côté de Francfort. On a également ce bon vieux Trezeguet hein, qu'on connaît. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Trezeguet. Il y a Zizou qui joue à Zamalek, il me semble de mémoire, donc dans un des 3 gros clubs égyptiens. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on va pas forcément revenir sur l'effectif. Hein. Il y a 3 grosses équipes qui sont représentées dans cette sélection. Il y a donc Zamalek, comme je vous ai dit. Il y a Pyramide FC. Et il y a Al-Ahly, et Al-Ahly qui est un peu le Real Madrid égyptien, dirons-nous. Ils ont fait la Coupe du Monde des clubs là il y a pas longtemps. C'est voilà, c'est le plus gros club africain, hein, je pense. Dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, mais il me semble que d'un point de vue palmarès, c'est eux qui ont gagné le plus grand nombre de fois la Ligue des Champions africaine. Et en fait, c'est beaucoup de joueurs qui sont issus du championnat égyptien, donc c'est difficile de faire un bilan quand on est un peu un suiveur extérieur et qu'on est un suiveur du football européen. Mais en tout cas, c'est une équipe qui est sur une forme absolument excellente. Hein. Sur les 14 derniers matchs, en fait, l'Égypte en a gagné 12. Il y a eu un nul, c'est contre l'Algérie, et puis la défaite contre la Tunisie, donc comme je vous en ai parlé. Et il y a surtout un sélectionneur qui est arrivé, qui s'appelle Rui Vitoria, hein, qui fait vraiment un super travail. Les sélectionneurs d'avant, notamment Carlos Queiroz, étaient plutôt sur un football défensif, et c'est vrai qu'on se régalait pas forcément, même s'il y a quand même eu des résultats, même si c'est pas une victoire, mais des parcours en tout cas pour l'Égypte, en se basant sur un football et en se focalisant sur un football défensif. Là, on est sur un jeu qui est plutôt porté vers l'offensif, sur une sélection qui est plutôt agréable à regarder jouer avec des belles armes offensives comme je vous ai donné. Donc c'est pourquoi je pense que l'Égypte, ouais, moi je vois l'Égypte gagner, voilà. Si je devais faire un pari, je vois l'Égypte. Mes 4 favoris, comme je vous ai dit, pour moi, alors encore une fois c'est subjectif, hein, me lynchez pas ou quoi que ce soit. Moi je mets l'Égypte et puis après, Maroc, Sénégal et Côte d'Ivoire en fait. Et peut-être un petit peu l'Algérie qu'on néglige un peu trop, je trouve. Mais voilà, pour moi, si je devais faire un pari, si je devais répondre à la question que j'ai posée en titre sur les deux dernières vidéos, donc celle-là et celle d'avant, voilà, pour moi, qui va gagner la CAN? Eh ben, ce sera l'Égypte. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, moi j'ai encore pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. J'aime vraiment beaucoup parler des sélections. Malheureusement, je le ferai pas pour l'Asie. J'avais dit que je le ferai. Je le ferai pas parce que j'ai d'autres projets en tête et en fait l'Asie va jouer là rapidement et j'aurai pas forcément le temps parce que je vais être assez assidu sur la CAN et je vais quand même suivre pas mal de matchs. Donc j'aurai pas le temps malheureusement. J'ai d'autres sujets à traiter.
qui me semble plutôt important. Donc voilà, je sais que c'est pas forcément le sujet qui aura fait le plus de vues dans tous les cas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. On se retrouve assez rapidement. On reste sur un rythme de 2 vidéos par semaine. On va essayer de le tenir. Ça, c'est compliqué d'un point de vue rythme, mais pour l'instant, on est plutôt bien organisé. On y arrive, donc c'est cool. On commence l'année sur les bonnes bases. N'hésitez pas, si vous avez vu cette vidéo et pas celle d'avant, à voir celle d'avant. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et bon week-end et bonne canne à tous ceux qui regardent cette vidéo et qui vont regarder la canne. Tchuss!